Il y avait un mot à la mode dans les années 1980-1990, c'était le mot incontournable. On peut dire de Jean Piaget qu'il est incontournable quand on suit l'itinéraire des recherches faites sur l'acquisition des connaissances, qu'il s'agisse de l'enfant ou des chercheurs. Comment cherchent ceux qui trouvent, et quel que soit leur âge? Telle fut la question constamment posée par Jean Piaget, 1896-1984. Piaget, au moment où cette photo était prise, était reconnu, célébré par le monde entier. Il faut pourtant l'imaginer jeune, solitaire et cherchant, sans se préoccuper des objections qui lui étaient faites et qu'il n'entendait même pas. Pour ne prendre qu'un côté de son œuvre, on peut dire qu'on l'entendra résonner, cet œuvre, tant qu'on se demandera ce que pourra bien être une école idéale. Jean-Claude Bringuier. L'image la plus frappante que je garde de lui, c'est peut-être notre première rencontre. Je me suis trouvé dans son bureau de la faculté des sciences à Genève et j'étais tout de suite séduit par ce grand bonhomme, un colosse, aux cheveux blancs et aux yeux bleus, comme ça. Et je crois qu'en même temps que j'étais séduit par lui, lui décidait de ne pas m'accorder d'entretien. Alors il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit qu'il était à la fois célèbre et mal connu et qu'il fallait faire une sorte de portrait de lui, enfin que je souhaitais faire ça. Combien de temps ça va vous prendre? Et alors là j'ai essayé d'être éperdument modeste, j'ai dit 3 jours. Il m'a dit vous êtes fou, vous ne savez pas le travail que j'ai, je vous donne 3 heures. Et là j'ai pas été trop sot, je les ai prises. Il m'a dit d'accord. Et ça a été, à partir de ce moment-là, une lutte entre lui et moi pour, moi, lui arracher des moments de sa vie, de travail, et lui pour résister. Ça a été ni 3 jours, ni 3 heures, ça a été 2 après-midi. Je suis rentré à Paris, je me suis rendu compte, en écoutant tout, qu'il me manquait des choses. Je suis revenu parce que, par chance, pour moi, il y avait un symposium, un de ces symposiums annuels où il réunissait beaucoup d'hommes de science de tous les continents et de toutes les disciplines. Et sous prétexte de filmer ce symposium, que j'ai d'ailleurs filmé, j'ai repris encore 2 demi-journées et j'ai pu faire ce travail. Voilà. Quelquefois, en travaillant, Jean Piaget écoute de la musique. L'art de la fugue ou bien Vivaldi ou Mozart. Le soir, il relit Proust. Bonjour. Une petite maison entourée d'un jardin, au-dessus de Genève. Voici l'endroit où Jean Piaget écrit depuis 40 ans. Aucune caméra n'était jamais entrée ici. Voici 6
si le mot ne paraît pas trop irrespectueux, la tanière, où ont été conçus et écrits plus de 40 ouvrages sur l'intelligence de l'enfant et les étapes de sa formation, sur sa logique et son sens de l'espace, du temps, sur le langage, le mouvement, la vitesse, le nombre, et aussi, on le verra, sur le fondement biologique de toute connaissance. Sans compter les quelques mètres cubes que représentent articles et ouvrages en préparation. Piaget, à 73 ans, paraît être au milieu de sa vie. Monsieur Piaget? Monsieur Piaget? Ah oui. Finissez si vous avez quelque chose à terminer. Oui. Il est excellent de rester au milieu d'une phrase, ça permet... Pourquoi? Ah, mais ça évite le temps d'amorçage, quoi. On est d'emblée dans son affaire. Moi, je m'arrange presque toujours d'être au milieu d'un paragraphe ou d'une phrase. De telle sorte que le lendemain, ça continue. C'est du masochisme, non? Pas du tout. Ah non, le grand avantage de faire un livre, c'est que ça continue pendant 1 an ou 2, tandis que faire une lettre, c'est tout un travail, c'est une nouvelle conduite qu'il faut amorcer. Ah oui. Si vous restez au milieu d'une phrase, vous ne perdez aucun temps d'amorçage. Ça continue exactement comme la veille. C'est un drôle de bureau, monsieur Piaget. Je veux dire que on en voit peu comme celui-ci. On a envie de dire, mais bien sûr, c'est sûrement pas une bonne façon de voir les choses. On a envie de dire qu'il est en désordre. Comme vous le savez, Bergson a montré qu'il n'y avait pas de désordre. Il y a 2 sortes d'ordre, l'ordre géométrique et l'ordre vital. Le mien est nettement vital. Expliquez-moi ça. Ce sont les dossiers dont j'ai besoin et qui sont par ordre de fréquence à portée de la main. Les plus fréquents sont au-dessus. Oui, ou les plus près. C'est ça. C'est ça. Il y a tout un espace, donc. Ah oui, les plus organisés que ça n'a l'air. C'est ça, qui est celui de votre travail vécu, quoi, Oui, finalement. oui. Quand même, hein, pour trouver un dossier dont on a besoin là-dessus. Alors, les dossiers des couches antérieures, ça devient délicat. Comment vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous en avez besoin d'abord? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir besoin? Non, pas beaucoup. Mais enfin, quand il faut, on cherche, quoi. D'une référence d'il y a 15 ans ou 20 ans? Mais je crois qu'on perd beaucoup moins de temps que s'il fallait ranger tous les jours. Et votre femme n'a pas le droit d'entrer ici? Ah ben, elle est assez gentille pour n'y pas toucher. Mais comment est-ce que vous arrivez à l'empêcher de faire le ménage? Ah mais ici, il n'y a pas de ménage. Jamais. Non. Il y a des plantes dans ce bureau aussi. Oui. Il y a de tout en réalité. Bon. Il y a des insectes au mur. Oui. Il y a des plantes près des fenêtres. Alors, j'allais vous demander tout à l'heure à quel niveau de la vie commençait la psychologie. Je parle pas seulement des êtres humains, disons ça. Oui, oui, ma conviction est qu'il n'y a aucune espèce de frontière entre le vital et le mental, ou entre le biologique et le psychologique. Dès qu'un organisme tient compte d'une expérience antérieure et s'adapte à une situation nouvelle, ça ressemble beaucoup à de la psychologie. Alors, quand les tournesols suivent le soleil, je pense que ils font de la psychologie. Je pense que c'est un comportement. Mais ces comportements de plantes, par exemple, sont aveugles, bien sûr. Je veux dire, ils ne savent pas qu'ils sont comportements. Ah ben, nous ne savons rien de la conscience éventuelle des végétaux. Puisque vous ne croyez pas, quand même? J'en sais rien. Nous ne savons rien de la conscience des animaux non plus. Et on peut y croire. On ne sait pas quand commence la conscience chez le bébé ou chez le fœtus. C'est pas un problème. Non, la psychologie, c'est pas une science de la conscience, c'est une science du comportement.
On étudie le comportement, y compris la prise de conscience, quand on peut l'atteindre. Mais quand on ne peut pas l'atteindre, c'est pas un problème. C'est-à-dire que, c'est ça, la psychologie commence quand quelque chose révèle la psychologie. Quand l'organisme se conduit par rapport à des situations extérieures et résout des problèmes. Alors si les tournesols font de la psychologie, je dis ça entre guillemets, bon, est-ce qu'on peut descendre encore plus bas dans le règne vivant? N'est-ce pas Jusqu'où? Jusqu'où, quand on voit les films, par exemple, de Paul Weiss sur les mouvements internes de la cellule, mouvements intérieurs de la cellule, n'est-ce pas? Eh bien, Paul Weiss dit, je crois avec grande raison, que pour expliquer ces affaires-là, c'est encore le langage du comportement qui est le plus adéquat, qui rend mieux les faits qu'un langage purement physico-chimique. Alors, à l'intérieur de la cellule, vous auriez déjà du comportement, c'est étendre énormément l'échelle du comportement et donc de la psychologie, qui, je le répète, n'est pas la science de la conscience seulement, mais du comportement en général. De la conduite. La conduite, comme disait mon maître Jeannet. Biologie, zoologie, botanique. De ces disciplines de jeunesse, Piaget a tiré ses intuitions fondamentales. Il n'a cessé d'observer ces organismes vivants qui, ainsi qu'il le dit, se comportent dans un milieu et résolvent des problèmes. L'homme est au bout. D'autre part, il doit à cet apprentissage l'horreur de tout ce qui ne colle pas aux faits, aux expériences. Écoutez-le. Nous avons déposé en 1928 dans une mare du plateau vaudois des œufs de limnée, race 5, sélectionnés en aquarium. En 1943, la mare a été malheureusement desséchée, mais nous avons pourtant trouvé, etc. On peut penser que sans cet accident, survenu 15 ans après le début de l'expérience, celle-ci se poursuivrait toujours. Et vous n'avez jamais été tenté par la biologie moléculaire? Ben oui, mais j'ai lâché la biologie quand j'avais 20 ans. Je n'ai plus l'âge de m'y remettre. Ça me tenterait, bien sûr. Vous l'avez lâché pourquoi? Ben, pour toutes sortes de raisons. L'une très pratique est que j'étais maladroit et qu'on a moins besoin d'adresse manuelle en psychologie qu'en biologie. Et l'autre est que j'aimais les idées et l'épistémologie et que... Vous alliez dire la philosophie. J'allais dire la philosophie, mais c'est un terme dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il est très équivoque. Je m'intéressais au problème de la connaissance en tant qu'il peut être abordé scientifiquement comme par un biologiste. Et alors, pour trouver un pont entre la biologie et la théorie de la connaissance, bien entendu, il fallait étudier le développement mental, le développement de l'intelligence, la jeunesse des notions. Oui, c'est ce que vous appelez l'épistémologie. Enfin, la théorie du savoir, la théorie de la connaissance, c'est l'épistémologie. Oui. Alors, je pense que pour faire de l'épistémologie d'une manière objective et scientifique, il ne faut pas prendre la connaissance avec un grand C en tant qu'état sous ses formes supérieures, mais trouver les processus de formation, comment on passe d'une moindre connaissance à une connaissance supérieure. Supérieure du point de vue du sujet, enfin, tout relativement au niveau qu'on considère. Alors, l'étude de ces transformations de la connaissance dans le sens de l'ajustement progressif du savoir, c'est ce que j'appelle l'épistémologie génétique. Et c'était la seule perspective possible, je pense, pour un biologiste. Comment est-il possible d'atteindre du nouveau?
C'est peut-être ça mon problème central. Comment change-t-on? Pas à changer n'importe comment améliore-t-on la connaissance en trouvant du neuf par rapport aux connaissances limitées dont on était parti, mais du neuf adapté. Je m'intéressais au problème de la connaissance, en tant qu'il peut être abordé scientifiquement, comme par un biologiste. Problème simple et infini. Il a toujours dans sa serviette quelques traités de physique ou de mathématiques, à moins qu'il ne transporte une nouvelle série de résultats d'expériences faites auprès des enfants de Genève. L'intelligence en exercice, son mécanisme, ses étapes, voilà ce qui l'occupe depuis quelques 50 ans. Il n'a pas de voiture. Le tram numéro 4 l'amène chaque lundi jusqu'au centre d'épistémologie. Le tram numéro 8, 2 fois par semaine, le conduit devant la faculté. Vous vous sentez très suisse. Je veux dire, le fait d'appartenir, d'être né dans ce pays, c'est important pour vous, ça. C'est très important, au sens que je sens les avantages d'un petit pays, si j'ose dire. Une espèce de liberté d'esprit qui me paraît plus grande que dans les grands pays. Au point de vue scientifique, j'entends. Ouais. Qui tient à quoi? Qui tient au fait qu'on se prend pas au sérieux. Il y a pas de... Il y a moins de tendance à pontifier. Plus c'est petit, moins la tentation. Vous allez souvent en Amérique, par exemple. Ben oui, mais je suis inquiet en Amérique du rôle des modes et des écoles. Les grandes écoles comme Les grandes écoles, ils font tous la même chose à un moment donné. Puis tout à coup, la mode change et ils font tous ensemble autre chose. Comme au régiment. Et de nouveau la même chose. En Russie, pareil. Croyez beaucoup à la recherche solitaire. Ah non, il faut des contacts et il faut surtout des contradicteurs. Puis il faut une équipe. Je crois à la recherche interdisciplinaire et je crois à la recherche collective. Mais il faut de la souplesse. Oui, c'est ça. La psychologie, on le sait, a oscillé longtemps entre la science et la philosophie. Or lui, le psychologue scientifique par excellence, l'a enseigné, elle, la philosophie, il y a très longtemps, à l'université de Neuchâtel. Par goût des idées, comme il le dit lui-même. La pipe, instrument traditionnel de la sagesse, est la seule rescapée de cette époque. Ce qui me gêne chez les philosophes, c'est l'idée qu'on peut résoudre les problèmes par la réflexion sans sortir de son bureau. Je dois énormément à la philosophie. J'ai fait un petit bouquin qui passe pour un peu incendiaire, Sagesse et illusion de la philosophie, mais j'ai une seconde édition complétée d'une postface où j'ai mieux compris ce qu'il fallait dire pour parler aux philosophes à la suite d'une discussion que j'ai eue à l'Union rationaliste avec Ricoeur, Janson et d'autres qui m'ont bien instruit. Et dans cette postface, j'explique clairement que je dois énormément à la philosophie, je lui dois la position des problèmes que j'ai étudiés, et je pense que la réflexion philosophique est indispensable aux savants, indispensable à toute recherche, mais la réflexion n'est qu'un moyen de poser des problèmes et pas un moyen de les résoudre. Est-ce qu'il ne peut y avoir de connaissances que scientifiques? Écoutez, entendons-nous, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Est-ce que vous acceptez qu'un problème puisse donner lieu à plusieurs solutions contradictoires? Appelez-vous connaissance? Non. Ben, c'est ça. Alors, donnez-moi l'exemple de deux métaphysiciens qui s'accordent quand ils ne sont pas disciples, quand l'un n'est pas le disciple de l'autre. Je suppose que un esprit religieux, par exemple, a une connaissance de la divinité. Enfin, il appelle, lui, connaissance. Le mysticisme prétend être une connaissance de l'ineffable. Oui, ben, c'est une affaire de vocabulaire et de sémantique.
j'ai peine à appeler connaissance la connaissance d'un groupe d'humains, d'un groupe de personnes, si respectables soient-elles, quand cette connaissance ne peut pas être partagée par d'autres. C'est plus une connaissance, c'est par définition une croyance. Croyance qui peut être rationnelle, qui peut être respectable et tout ce que vous voulez, mais je n'appelle pas ça connaissance. La connaissance commence à partir du moment où elle est communicable et contrôlable. Si quelqu'un fait une erreur dans la démonstration d'un théorème, ben, l'erreur sera corrigée, quoi. Il y a des approximations qu'on ne voit pas en métaphysique. La métaphysique n'a absolument fait aucun progrès de Platon à Heidegger, puisque vous citiez Heidegger. Oui, et effectivement, la science, si. Enfin, la science a même inventé l'idée de progrès. Ben, pas seulement inventé l'idée de progrès, elle a réalisé des progrès. C'est ça, parce que elle succède à elle-même. Ben oui, tout. Les générations, les écoles... Toute théorie scientifique est rapidement caduque, mais celle qui lui succède bénéficie de la précédente et consiste à l'améliorer. Il y a une vection. Alors je ne vois pas ça du tout en métaphysique et par conséquent, j'ai peine à appeler ça connaissance. Ça date de quand, ça? Quoi donc? Ça, cette possibilité de l'esprit humain de manier la connaissance telle que vous venez de la définir. Mais ça date des Grecs. Et je dis des Grecs parce que je connais mal les Chinois et les Hindous. Il y a peut-être bien d'autres sources, mais chez nous, ça date des Grecs. Pourtant, c'est une époque où la philosophie était mêlée. Mais oui, mais enfin, à l'esprit scientifique. les philosophes grecs étaient des gens sérieux qui faisaient de la science. Descartes aussi. Ben, mais bien sûr, mais aussi, si vous lisez Sagesse et Illusion, j'ai le plus grand respect pour tous les philosophes qui ont fait de la science. Les philosophes grecs et Descartes, jusqu'à Descartes, Leibniz, etc., j'appellerais leur philosophie une philosophie qui dépasse la science, n'est-ce pas, méta-scientifique si vous voulez, mais enfin qui s'appuie sur elle dans la mesure où il le pouvait. Tandis que ce qui est nouveau depuis le 19e siècle, c'est une sorte de connaissance parascientifique qu'on a voulu élaborer en marge de la science, indépendamment d'elle, et tout de suite, bien sûr, avec la prétention d'un rang supérieur. C'est ça qui me paraît gênant, mais c'est ça qui domine terriblement aujourd'hui. Il semble qu'il y ait beaucoup de jeunes philosophes qui s'occupent des sciences, des mathématiques. Ah, bien sûr, bien sûr. Prenez l'œuvre de De Santi, par exemple, ou prenez Villemin et son équipe, prenez Granger, prenez... Il y a toute une série. Mais enfin, c'est un mouvement nouveau par rapport à l'existentialisme il y a une ou deux générations. Mon muscle peut être inutile. Ah bon? C'est mauvais pour les plantes? Assez. Ça les bouffe. Un retraité faisant aux visiteurs les honneurs de son jardin. Mais non. S'il le cultive en effet avec bonhomie, ce n'est pas aussi candidement que Voltaire lui souhaitait. Il y étudie le comportement par anticipation de certaines espèces de sédum. Et ça vient d'où, Alain? Ça, c'est le midi de la France. Ça, c'est Sibérie. Ça, c'est Bulgarie. Mais au fond, vous descendez au jardin seulement pour ça, hein? Plutôt, oui. Oui. Alors ça vient des mêmes régions que... Oui, ça d'Asie, par exemple. À fleur jaune, là, vous voyez. Alors ça, on vous les envoyait, par exemple? Non, oh, ça c'est une bonne histoire. Je l'ai trouvé sur la table d'un restaurant à Berkeley, Californie, un dîner d'adieu, après quelques conférences. Et la table avait été garnie de petits ornements formés de toutes petites tiges de ce sédum. Et vous avez demandé ce que c'était? J'ai tout raflé. Non, j'ai reconnu Vous l'espèce. avez reconnu? Après tout, l'image du vieux monsieur dans son jardin n'est pas si fausse. Vous avez rappelé que
Le sens de notre tentative, a-t-il écrit, est de ne pas chercher à fuir la nature, mais de l'approfondir pas à pas avec l'effort des sciences. Parce que, malgré les philosophes, elle est encore bien loin d'avoir livré ses secrets. Et que, avant de situer l'absolu dans les nuages, il est peut-être utile de regarder à l'intérieur des choses. Dès lors, si le vrai est une organisation du réel, la question préalable est de comprendre comment s'organise une organisation. Et c'est là une question biologique. Mais le propre de l'organisation vitale est de se dépasser sans cesse. Et si l'on cherche en elle le secret de l'organisation rationnelle et de la connaissance, il faut alors essayer de comprendre la connaissance et la raison par leur construction même. Alors, vous êtes surtout occupé des enfants. Oui. Surtout ou exclusivement même. Exclusivement. Pourquoi? Ben parce que s'occuper d'adultes, qui aurait été l'idéal, dans la perspective d'une construction progressive, ça signifiait reconstituer l'histoire de la pensée, mais au stade les plus intéressants de ce point de vue, mais qui sont les plus inconnaissables en fait, c'est-à-dire les stades préhistoriques. Pourquoi? Il y a des gens partout, dans la rue, dans les... Non, les gens dans la rue ont des siècles de culture derrière eux et de formation. Et alors? Ce que j'aimerais, si j'avais pu étudier la formation de l'esprit humain, comme ça aurait été le rêve, du singe à l'homme, n'est-ce pas? Ben, il fallait reconstituer les étapes de la préhistoire et de l'homme fossile. Ben, on en connaît quelques techniques, mais on ne sait rien de... Les débuts du langage, les débuts des techniques humaines, les techniques transmissibles, etc., tout ça malheureusement nous échappe. Tandis que ce qu'il y a d'admirable chez l'enfant, c'est justement de trouver toujours un individu qui part à zéro et de voir comment ça se passe jusqu'à ce qu'il arrive. Il part pas vraiment à zéro. Il est lui aussi dans un milieu ambiant. Il est dans un milieu ambiant, mais un milieu culturel. Mais oui, mais dont il ne tire pas grand-chose avant le langage. Prenez le bébé, entre la naissance et 1 an et demi à peu près, ou 2 ans, quand il commence à manier sa langue, ben, c'est pas le milieu culturel qui lui permet de découvrir, par exemple, la permanence de l'objet. Qu'est-ce que vous appelez la permanence? La permanence de l'objet, c'est le fait qu'un objet qui disparaît du champ perceptif est conçu comme continuer d'exister. On en garde l'idée, oui. Pas seulement l'idée, la possibilité de le retrouver. Ben ça, c'est pas du tout inné. Prenez une expérience bête comme chou, vous donnez à un bébé un jouet nouveau qui l'intéresse, il tend la main pour le prendre, vous le recouvrez d'un mouchoir, ben il retire la main comme si l'objet n'existait plus. Il n'y a pas l'idée d'enlever le mouchoir. Tandis que si vous mettez le mouchoir sur sa figure, il sait très bien l'enlever. Et ça, c'est jusqu'en? Jusqu'à 8, 9, 10 mois. C'est tardif, là. L'idée que l'objet continue d'exister et qu'on peut le retrouver. Ça a l'air... C'est le fondement de notre représentation du monde matériel, mais il faut des mois pour que le bébé y arrive. Alors là, j'ai envie de vous poser une question tout de suite. Est-ce que ça, c'est notre monde moderne contemporain, ou est-ce qu'on peut imaginer que c'est les bébés hommes depuis toujours? Ben, je suis convaincu que c'est les bébés hommes depuis toujours, et que c'est pas seulement les bébés hommes, mais que mon ami Grobert en Amérique a fait l'expérience sur des petits chats, et il retrouve les mêmes stades, sauf que le petit chat arrive à 4 mois au niveau que le bébé n'atteint qu'à 9 mois, ce qui est très intéressant, parce que le petit chat va pas beaucoup plus loin, tandis que le bébé il continuera jusqu'à l'état d'un homme civilisé. Et comment ça se fait que ce soit comme ça? Comment ça se fait que l'homme ait dépassé l'animal? Oui. La solution classique, c'est le langage et la culture.
qui permet d'abréger beaucoup l'apprentissage, avec la transmission d'une génération à l'autre. Mais c'est pas une réponse, parce qu'il reste à se demander pourquoi. Et là, il n'y a pas de réponse. Ah ben la réponse, c'est l'éclatement de l'instinct qui était trop limité dans sa programmation. Mais pourquoi a-t-il décidé qu'il était trop limité? Ah ben parce que avec telle situation écologique des chimpanzés, par exemple, commençant à grimper sur les arbres, à marcher en station quasi droite, etc., ben il y a des séries de problèmes nouveaux, quoi. Alors si l'instinct ne suffit pas, il faut bien trouver autre chose. L'être vivant contraint à inventer. Voilà la liberté bizarre de Piaget. Liberté quasi biologique, inscrite au cœur de l'organisme. De la cellule au cerveau humain, elle traverse le règne vivant de part en part. Il faut trouver autre chose, perpétuellement. C'est un problème qui se pose toutes les fois que le sujet se trouve en présence d'une situation nouvelle. Il faut construire, il faut répondre aux problèmes. L'intelligence, c'est par définition l'adaptation à des situations nouvelles. C'est donc une construction continuelle de structure. Il faut assimiler et accommoder. Oui, mais ça, c'est un langage fonctionnel. Alors expliquez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation et qu'est-ce que c'est que l'accommodation? Ah ben, voici, dit Jean Piaget. Assimiler, c'est se nourrir, ou bien se pénétrer du sens des choses. Ainsi, toute la vie mentale, comme la vie organique elle-même, assimile le milieu qui l'entoure, grâce à des structures qui sont des systèmes organisés, ayant leurs propres lois, structures biologiques ou structures de l'esprit. D'autre part, ces structures elles-mêmes se réajustent en fonction des transformations subies. Elles s'accommodent au milieu extérieur. Ce mécanisme perpétuel est mu par les besoins. Mais le besoin lui-même est toujours la manifestation d'un déséquilibre, organique ou mental. Et l'équilibration, alors, c'est une notion importante chez vous, ça. Alors, l'équilibration, c'est le fait que l'assimilation ou l'accommodation sont en une proportion déterminée. C'est l'autorégulation des structures dont je parlais tout à l'heure. L'autorégulation des structures. L'équilibration, je définirais ce terme non pas en termes de balance de force, mais en termes d'autorégulation. Un système équilibré, c'est un système où toutes les erreurs sont corrigées, où les excès sont compensés, etc. Justement, il n'a plus envie d'aller de l'avant à ce moment-là, il n'a plus envie de sortir de lui-même. Ah mais non, c'est pas un équilibre statique, justement, comme une balance immobile. C'est le réglage de la conduite. C'est un équilibre qui ne cesse C'est un pas... équilibre mobile, comme disent les physiciens. Qui ne cesse pas d'essayer de s'améliorer. C'est ça. C'est ça, du fait qu'il n'est jamais parfait, et du fait qu'il y a toujours de nouveaux faits extérieurs qui viennent le troubler. Il s'agit sans cesse de réajuster. Et c'est ça, en quelque sorte, qui crée l'appel d'air. C'est ça, exactement. C'est le processus qui mène à l'équilibre. Mais comme Dieu soit loi, l'équilibre n'est jamais atteint parce qu'il faudrait avoir assimilé l'univers entier pour que l'équilibre soit atteint. On court toujours après. On court toujours après. Et c'est ça la science. Une fois achevé, on en reparlera, mais je ne crois pas qu'elle ne le soit jamais par l'humanité. Jamais. Qu'est-ce que c'est que l'achèvement? Les mathématiques achevées, ça serait... Bon, parlons un peu de votre... Est-ce qu'il faut dire métier? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un métier, ce que vous faites? Bien sûr. C'est un métier. Il y a un métier des cas techniques. Comment vous procédez? Vous avez un groupe autour de vous qui fait des expériences. Pas des tests, je crois. C'est un mot que vous n'aimez pas, hein? Ah non. Les tests portent sur les performances et les résultats. Nous cherchons comment l'enfant raisonne et comment il découvre
de nouveaux instruments. Alors c'est de la conversation directe. C'est ça. C'est une méthode de conversation libre. Dans le test, il y a toujours un peu d'examen. Enfin, il y a un examen, puis surtout, il y a une standardisation. On pose on détermine ses questions d'avance, on choisit ses questions d'avance. Comment voulez-vous, avec notre esprit adulte, savoir ce qui sera intéressant? Tandis que si on suit l'enfant partout où il vous répond d'une manière imprévue et on le suit au lieu de le guider aux questions qu'on avait préparées, on trouve du neuf. Ah oui, mais il faut bien préparer les questions pour avoir des statistiques. C'est entendu, mais les statistiques... Enfin, pour avoir un ensemble d'informations cohérent, simplement. Ben oui, mais une fois qu'on aura fait ce travail de dépouillement et de défrichement, surtout, qui consiste à trouver du neuf et à voir des choses qu'on n'avait pas prévues, ben là, ceux que ça amuse peuvent commencer à standardiser, faire des statistiques précises. Tant mieux, mais je trouve qu'il y a un métier plus intéressant qui consiste à défricher d'abord. Sans crainte que les cas particuliers soient trop particuliers. Mais non, ce qui est extrêmement frappant, c'est la convergence incroyable des réponses. Pendant que vous prépariez votre interview, là, j'étais en train de classer les derniers documents qu'on vient de me donner. Il y en a 25 gosses que je connais pas et ils disent tous la même chose, au même âge. Parce qu'ils sont du même milieu, de la même ville? Je crois pas. Non. Je crois pas du tout. Parce qu'ils sont au même niveau d'évolution. Oui. « 7 ans. À 7 ans, voici comment on voit le monde autour de soi. Regarde. Tu sais ce que c'est, ça? La pâte à modeler. La pâte à modeler, ouais. Bien. On va faire un jeu, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois ces deux boules qu'on a là? Et tu peux me dire si elles sont la même chose, les deux? Si c'est la même chose, beaucoup de pâtes dans l'une puis dans l'autre? Oui. Elles sont la même chose. Hein? Oui. T'es sûr? Le relevé de chaque expérience aboutit à un protocole qui constitue le dossier de l'interrogation. C'est ce qu'on va dire. On va dire que c'est du gâteau, mais c'est pas pour de vrai, hein, seulement pour jouer. Puis que toi, t'as du gâteau qui est rouge, puis moi, j'en ai du blanc. Si on mange chacun ça, on aura les deux manger la même chose? Oui. Oui. Bien, alors regarde. Ouais, je vais prendre mon gâteau à moi, puis faire quelque chose avec. Tu me dis ce que je fais. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Un bâton. Un bâton, hein? Mais non, qu'est-ce que tu crois? Si moi je mange ce bâton-là, puis toi tu manges ta boule de pâte, est-ce qu'on aura les deux la même chose beaucoup à manger ou bien quelqu'un qui a plus à manger que l'autre? Vous avez plus à manger que moi. Ouais, pourquoi? Parce que ça fait plus long que ça. Ouais, d'accord. Oh ben ça, c'est de 4 à 7 ans, à peu C'est près. ça. Bon. Et puis, si vous continuez à l'allonger... Alors, justement, il y a un renversement. Il dira tout à coup, ah, cette fois, ça marche plus, c'est trop mince, il y en a moins qu'avant. Et pourtant, il vaut bien que c'est la même opération Ah oui, qui continue. oui. C'est pas logique. Non, pas du tout, c'est prélogique, tout ça. Si avec ça je refais une boule comme tout à l'heure, comme c'était au début, comment est-ce qu'on aura à manger les deux? La même chose. La même chose de nouveau. Oui. Très bien. C'est bien, dis-moi. T'as envie de jouer avec cette balance? Oui. Ouais. On va juste faire un... Regarde. Est-ce que c'est le même poids, ces deux-là? Non. Pas tant, hein? Non. C'est laquelle des deux boules qui est la plus lourde? Celle-ci. Celle-ci. On voudrait bien qu'ils soient tout à fait pareils, les deux, hein?
Ça y est maintenant? Oui. Oui. Tu vois ça comment, que c'est le même poids des deux? Ce que j'ai vu là. T'as vu la petite aiguille qui est là? Oui. Ça veut dire qu'ils sont la même chose lourde, les deux. Hein? On va les enlever de la balance. Puis, avec ça, je vais nous faire comme j'avais fait tout à l'heure. Tu te souviens? Vous avez fait avec le blanc. Ouais, mais ça fait la même chose, hein. Je vais faire un long bâton avec le rouge. Puis, ta boule, on la laisse comme elle est. Si je les pèse maintenant, les deux, si je les mettais sur la balance comme ça, ça donnerait quoi? Celle-ci, elle sera plus lourde. Celle-ci sera plus lourde? Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout neuf, puis ça, c'est gros. Ah, voilà. Pour les petits, il y a plus de pâte à modeler qu'avant parce qu'elle est plus longue. Ou moins. Ou moins parce qu'elle est plus mince. Mais je mets les deux à la fois. Et quand ils voient une dimension, ils ne voient pas l'autre. Tandis qu'il y a un niveau où ils voient les deux et voient la compensation. C'est plus long, donc plus mince, donc c'est la même chose. Mais ça suppose la réversibilité. La qualité de la structure détermine la portée des connaissances à partir d'elle. Dès qu'un enfant a compris ce qu'est une addition, il peut faire n'importe quelle addition. Et voilà les structures. 9 ans. Si je pesais les deux choses, si je les remettais sur la balance comme tout à l'heure, est-ce qu'elles auraient les deux le même poids ou bien il y a quelque chose qui serait plus lourd que l'autre? Non, ils auront le même poids. Puis tu peux m'expliquer comment tu sais ça? Comment t'es sûr? Parce qu'avant, ça, c'était une boule. Oui. Elle pesait la même chose que celle-là. D'accord. Puis on n'a pas enlevé de blanc, de pâte à modeler. À la boule. Puis après, on a fait un bâton. Alors comme ça, tu penses, toi, que ça va toujours peser la même chose? Oui. Oui. Alors, pour changer le poids, ou bien de ça, ou bien de ça, il faudrait faire quoi? Je vais en enlever. En enlever? Oui. C'est le seul moyen, hein? Si je transforme, si je fais des autres figures, si je coupe, tout ça, ça change rien? Non. Très bien. Allez voir, tu as très bien répondu. On a fini alors de jouer. C'est difficile ça, ou bien tu trouves que c'est très facile? Facile. Très facile. Ce qui est très beau au niveau des conservations, un des arguments fréquemment employés, c'est la même chose, ça n'a pas changé, parce que vous n'avez rien noté, rien enlevé. Ben, les petits le savaient très bien qu'on n'a rien noté, rien enlevé. Mais ce n'était pas un argument pour eux, tandis que ça devient un argument. Voilà une transformation de structure. Piaget a interrogé lui-même pendant des années. Aujourd'hui, il utilise les protocoles dressés par ses collaborateurs sur le nombre, l'espace, le mouvement, la vitesse, le temps, etc. En gros, ce qu'on a trouvé jusqu'ici, c'est une remarquable concordance avec des accélérations et des retards. Par exemple, pour les retards, j'ai une élève qui a travaillé à Téhéran. Les enfants de la ville de Téhéran sont à peu près au même niveau, au même âge qu'à Genève, mais des analphabètes de la campagne ont 2, 3, 4 ans de retard, tout en passant par les mêmes stades. C'est ça qui est l'essentiel. Et par le même ordre de succession. Oui, bien sûr. Les stades, c'est l'ordre de succession. C'est pas l'âge moyen. Parce que c'est ça, je Oui. crois, une de vos grandes idées, c'est que les gosses, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les époques, passent dans l'évolution de l'intelligence par un ordre Oui, des étapes oui. qui est toujours le même. Qui est le même parce que chaque étape est nécessaire à la suivante. C'est un ordre séquentiel, comme on dit. C'est à partir de chaque étape que l'autre étape peut avoir lieu. Oui, c'est ça, qu'elle devient probable alors qu'elle ne l'était pas au début. Alors sache qu'ici, ça se vérifie assez bien, mais avec des retards ou des accélérations. Mais l'ordre reste le même. Oui. Je viens de voir une Australienne, une psychologue de Canberra qui a fait les expériences de conservation
sur les fameux Arunta de Durkheim et Mauss, vous savez, en Australie. Non. Cette tribu du milieu de l'Australie. Ben, elle a retrouvé les mêmes choses, mais avec décalage, quoi. Le développement psychique, qui débute dès la naissance et prend fin à l'âge adulte, est comparable à la croissance organique. Comme cette dernière, il consiste en une marche vers l'équilibre. De même, en effet, que le corps est en évolution jusqu'à un niveau relativement stable, caractérisé par l'achèvement de la croissance et par la maturité des organes, de même, la vie mentale peut être conçue comme évoluant dans la direction d'une forme d'équilibre final, représentée par l'esprit adulte. De ce point de vue, le développement mental est une construction continue, comparable à l'édification d'un vaste bâtiment, qui, lors de chaque adjonction, serait plus solide, ou plutôt au montage d'un mécanisme subtil, dont les phases graduelles d'ajustement aboutiraient à une souplesse et une mobilité d'autant plus grande des pièces que leur équilibre deviendrait plus stable. Autrement dit, chaque fois que l'on a affaire à une structure en psychologie de l'intelligence, on peut toujours en retracer la genèse à partir d'autres structures plus élémentaires, qui dérivent par une genèse antérieure de structures encore plus élémentaires, et ainsi de suite, à l'infini. Vous aimez les enfants? Beaucoup. Parce que ce sont des cobayes? Oh non. C'est vivant, c'est épatant, c'est neuf. Ah non, c'est admirable. Il trouve que l'éducation actuelle manque de l'esprit expérimental. Ce qu'on enseigne à l'enfant, dit-il, on le lui impose. Alors, toutes les fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, on l'empêche de l'inventer, n'est-ce pas? Ou de le découvrir. Parce que c'est ça, vous pensez qu'on apprend bien que ce qu'on invente soi-même. Ah oui. Convaincu. Invente ou réinvente. Mais vous vous occupez de l'évolution de l'être humain au seul point de vue de l'intelligence. Oui. De l'intellect. Oui. Et pas du tout sur le plan affectif. Bah écoutez, simplement parce que ça m'intéresse pas, je suis pas psychologue, je suis épistémologiste. Vous faites quand même de la psychologie expérimentale. Mais ben, parce que je veux des faits. Et que dans l'affectif, il n'y a pas de fait. Écoutez, l'affectif, je vous dis d'abord, le problème ne m'intéresse pas comme scientifique, parce que c'est pas le problème de la connaissance qui est mon intérêt spécial. Et puis deuxièmement, parce que toutes les théories qu'on fait sur l'affectivité, j'ai l'impression que c'est bougrement provisoire, en attendant que les physiologistes nous donnent des explications endocrinologiques précises. Mais alors, question, comment peut-on s'occuper d'un individu, d'un enfant en l'occurrence, seulement du côté de son intelligence, du développement de son intelligence, sans s'occuper de sa personne affective? Mais il est tout à fait évident que pour que l'intelligence fonctionne, il faut un moteur qui est affectif. Jamais on cherchera à résoudre un problème si le problème ne vous intéresse pas. L'intérêt, la motivation affective, c'est le mobile de tout. Envie de ceci, dégoût de cela. C'est l'énergétique, bien sûr. Seulement, prenez par exemple deux gosses par rapport à des leçons d'arithmétique. L'un qui aime ça et qui va de l'avant, l'autre qui a l'impression de ne pas comprendre, qui fait des sentiments d'infériorité, qui a
tous les complexes qu'on connaît bien dans les leçons de mathématiques chez les faibles en maths. Le premier ira bien plus vite, le second ira bien plus lentement, mais pour tous les deux font 4, n'est-ce pas? Ça ne change pas la structure. Si le problème qu'on étudie, c'est la construction des structures, l'affectivité, bien entendu, est essentielle comme moteur, mais ce n'est pas l'explication des structures. Oui, je vous écoute depuis un moment, trop long pour vous. Et j'ai l'impression d'un homme qui se trouve à l'abri à l'intérieur de son métier, de son travail. Vous n'avez pas l'air exposé au monde. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait juste. C'est une chose que vous éprouvez. Très nettement. Les embêtements de la vie, il n'y a qu'à se remettre dans son travail et tout disparaît. Pardon de vous dire ça, mais on a l'impression d'autre part que vous n'en avez pas eu beaucoup. Je me trompe? C'est possible. J'ai pourtant été un des auteurs les plus critiqués. Mes premiers travaux, c'était une démolition générale aux États-Unis, en particulier. Mais c'est le psychiatre Anthony, je crois, qui a écrit ce joli mot: Piaget est beaucoup trop narcissique pour avoir été sensible à ses critiques. Et il a continué tranquillement de sa route. Il avait raison. Il avait raison. Les psychologues américains un groupe m'a remis un volume d'hommage l'autre jour, dans lequel j'ai lu une parole qui me fait bien plaisir, et qui est la suivante, c'est que pendant une quarantaine d'années, j'ai eu un mépris total pour les idées ambiantes, pour le zeitgeist, les idées courantes. Qui était là, oui. Et que par conséquent, maintenant qu'on m'a découvert, je suis non pas un ancêtre, mais un contemporain et même à l'avant-garde, disait cet auteur bienveillant. Évidemment, j'ai été pendant des années sans m'occuper des idées courantes, parce qu'au fond, je lisais très peu. Oui, j'avais raison de traverser ça, la solitude, finalement, et c'est bien. Vous êtes un solitaire, à ce point de vue-là. Peut-être moins maintenant. À ce point de vue, mais ayant toujours eu besoin de travailler en groupe. Oui. Mais c'est le groupe lui-même qui était un îlot. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut parler à votre sujet de... C'est un mot que vous allez sûrement pas aimer, de passion de la recherche, ou de ferveur de la recherche? Ah oui, ça, nettement. Ah, nettement. Est-ce que c'est ça votre moteur à vous? On parlait de moteur. Ah oui, très nettement. Pourquoi? Comment ça marche, ça? Ah, c'est bien difficile à analyser. Un beau fait, ça vous remplit de joie. L'enfant a moins d'imagination qu'on ne croit d'habitude. Ce qu'il fait en réalité, c'est de reproduire, transposer et corriger des scènes qui sont produites dans la réalité. Par exemple, je me rappelle une de mes filles qu'on avait un peu grondée à table parce qu'elle n'arrivait pas à finir sa soupe. Eh bien, immédiatement, l'après-midi, elle invente un jeu où sa poupée n'arrive pas à finir sa soupe et où elle lui donne des conseils pour finir sa soupe, mais avec une pédagogie bien meilleure que celle de ses parents.